Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomax sur les toits de Paris. Je ne suis pas en compagnie de Stéphane Plaza, mais de Bruno Skotnicki, qui est là pour parler avec moi des 60 ans de Honda Europe. Bruno, merci de nous recevoir dans ce lieu qui est absolument fascinant. Ouais, bel endroit. Bel endroit. Ça se loue à l'année ou c'est juste Oui, c'est mon appartement. c'est En ton fait. Vous êtes appartement chez moi, que tu voilà. mets à disposition de Honda. Gracieusement. Mais écoute, merci de nous recevoir chez toi. Bruno, il y a un truc qui est fascinant, c'est que tu m'as dit, toi, tu as passé ta carrière entière chez Honda, et tu m'as dit, je rêvais de bosser dans 2 boîtes, Honda ou les sous-vêtements féminins. Ça a été Honda, et tu regrettes pas ce choix? Non, je regrette pas. Parce qu'une vie chez Obad, ça a de la gueule aussi, non? Ouais, côté calendrier, tout ça, ça aurait pu être cool. Ça peut être plus cool que calendrier de moto, mais non, je regrette pas. Non, voilà, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je travaille chez Honda. D'abord à la technique, puis à la presse, à l'information. Ouais, c'est ça. J'ai même commencé au produit jardin. Produit jardin, oui, c'est première vrai. année produit jardin. Ouais. Voilà, pendant une année. Ouais. Et ensuite formateur technique, voilà, chef de région après-vente. Et puis depuis 10 ans maintenant à la presse moto. À la presse, et tu tapes des tocards comme nous, c'est ton quotidien. C'est mon quotidien, ouais. C'est fatigué. pas tous les jours facile, mais bon, ça va. D'accord. Bravo en tout cas, parce que et c'est sincère ce qu'on dit. Si tu voulais vraiment bosser chez Honda et tu as réussi par un CV plus un concours de circonstances à rentrer chez Honda et faire toute ta carrière. Exactement. La vision de Honda, alors c'est Soichiro Honda, un génie qui voulait motoriser le monde, apporter de la mobilité, il a construit un empire. Fais-nous une petite leçon de marketing là pour nous expliquer à quel point c'était bien la vision de Soichiro Honda. Alors en fait, sa vision débute juste au lendemain de la capitulation du Japon, Oui. donc 45, et puis là il voit que tout le peuple japonais est en galère de mobilité. À l'époque, il y avait déjà des problèmes de mobilité, et eux, ils en avaient des sérieux. Et pourtant, ils n'avaient pas une Hidalgo, comme quoi. Non, ils n'étaient pas. Non. Et bref, et là, il se dit, mais l'armée a du matériel qui est réquisitionné, qui est à vendre. Je vais récupérer des groupes électrogènes, je vais en extraire les moteurs. Et je vais motoriser des vélos, puisque tout le monde ne se déplaçait qu'à vélo à l'époque. Je ne connaissais pas cette anecdote, c'est vraiment venu de ça. En fait. C'est vraiment venu de ça. Et on m'a fait devenir. Et donc donc il fait ses premiers montages, voilà. Et puis ça marche, forcément, ça marche parce que les gens ont besoin de ça. Et donc ils accrochent des choses derrière, voilà, pour se déplacer, voilà. Et puis il se dit il y a un truc à faire, quoi. Et en fait, fondamentalement, ce que voulait Soichiro, c'était aider les gens. Voilà. Mais il aurait pu rester peinard à faire des vélos et puis dans son coin, et puis aller au resto le soir et tranquille. Il avait une vision mondialisée en fait. C'est venu très vite ça. Alors c'est venu assez vite puisque la mondialisation commence fin des années 50 avec les États-Unis. Tu me corriges si je me trompe, en fait il fait un tour du monde avec un de ses associés pour voir un peu les besoins de mobilité ici et là. Et il a dit je commence. C'est une démarche très japonaise. Je commence par le plus difficile et après tout sera facile. Et en fait, il a commencé aux USA puisqu'ils avaient de l'argent, des grosses motos. Il s'est dit si je m'implante là, le reste ça va se dérouler. Puis bon, il y avait une certaine emprise des États-Unis aussi sur le Japon encore à l'époque, fin de la guerre. Et puis il finit par atterrir en Europe quand même parce qu'il se dit voilà, il y a quelque chose à faire avec l'Europe. La mayonnaise prend aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison qu'en Europe ça prenne pas. Donc il va visiter l'île de Man aussi. Donc 57, 58. Il dit et il l'écrit qu'un jour je reviendrai pour gagner, voilà, au Tourist Trophy, il le fait, donc c'est la victoire en 61. Et puis, cette même année, en 61, et il décide d'implanter la première filiale en Europe, et c'est l'Allemagne. D'accord. Voilà. Donc, du côté de Hambourg, il installe la première filiale. Et puis viendra ensuite la Belgique, la France, en 64. Et puis après, toutes les autres filiales et toutes les usines qu'on connaît à travers l'Europe, dont l'usine en France à Orme, qui nous fabrique des produits jardins, voilà, et des robots tondeuses, entre autres. On fabrique des produits en France. Ouais, Je exactement. l'ignorais, des produits de jardin. Ah, tu vois, je t'en apprends des trucs. Vraiment bien fait de venir. On va aller sur près de la CB 750, deuxième étape de la conquête de Honda, la moto qui a révolutionné l'histoire de la moto. Alors Bruno, on est devant une CB 750, on considère que c'est la moto qui a inventé la moto moderne. Elle a quasiment coulé la moitié de l'industrie européenne. Les Anglais ont pris le bouillon, les Italiens ont pris cher, les Allemands ont failli arrêter la moto parce qu'ils avaient que des vieux flats. Il n'y a pas eu ça. D'abord, on a commencé avec des petites motos, les fameux cubes, je ne me trompe pas. Ensuite, ils ont fait des 250, des 350, les 450 double arbre qui étaient aussi puissantes et plus rapides que les grosses 650 anglaises. Et puis, on a cette CB 750 qui est, pour moi, l'année zéro de la moto moderne. Alors en effet, donc Honda a commencé avec des petites cylindrées, avec des 50, y compris sur le marché européen. On a commencé avec des 50, donc mêmes années, 61, 62.
jusqu'à arriver progressivement à cette cylindrée de 750 cm3 et ce 4 cylindres. On emmagasine de l'expérience, voilà, parce que d'un point de vue industriel, c'est pas si simple que ça que de se lancer sur une grosse cylindrée directe. Et c'est parfois les réflexions qu'on se fait avec certains constructeurs en interne de se dire mais pourquoi commencer avec une grosse cylindrée enfin, soyez plus pragmatique et plus posé ou dire on va commencer par du plus petite cylindrée avant de se mettre à faire des 1100, des 1200 ou que sais-je. Donc Honda a commencé comme ça et ça a marché et Dieu sait que ça n'a pas été facile puisque on n'arrivait pas en terrain conquis. Alors justement, j'ai 2 questions. Honda France en 64, concrètement, c'est trois guignols dans un bureau avec une camionnette et puis ils se baladent avec des motos, ils essaient de convaincre. Et puis on sait qu'à l'époque, l'image de produits japonais, auto comme moto, c'était extrêmement difficile de convaincre les gens que c'était qualitatif, que c'était fait par des gens qui méritaient le respect et puis que ça allait changer l'histoire. Tu vois ? Ouais, donc il a fallu attendre effectivement cette démocratisation de la moto, donc de moyenne cylindrée et puis de grosse cylindrée. Et là, les gens se sont dit, OK, on a une moto fiable qui accélère, qui freine. Ça freinait pas tant que ça, non? Ouais, non, mais rendu aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'en essayer une il n'y a encore pas très longtemps. Ouais, tu t'es fait peur. Ouais, on fait les signes de croix quand même. D'accord. Mais bon, voilà, par rapport à ce qui se faisait à l'époque, parce qu'en fait, des tambours une Laverda, un tambour freinait mieux qu'une CB à frein à disque. J'ai jamais essayé de Laverda. Tu devrais, c'est vachement bien. Ouais, sûrement. Mais bon, voilà, pour l'époque, le premier frein à disque de série. Non, c'était la MV 600 en 66, mais elle avait une commande à câble. Et ensuite, il y a une Royal Enfield Interceptor avec cadre Rickman qui était la première avec 2 freins à disque en 68. Et ils en ont vendu combien? 2. Ok. Et soyons précis. Ouais, soyons précis. Et donc voilà, c'est vrai que c'était pas simple d'arriver avec cette gamme de motos et cette machine en particulier pour concurrencer toute l'armada anglaise. Mais Honda avait aussi franchi plusieurs étapes au sein même du Japon, puisque des constructeurs japonais dans les années 40-50, il y en avait pléthore. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Donc, ils ont réussi à prouver que et de la technologie et du savoir-faire industriel fait que on arrive à perdurer et à créer un empire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tu as quelques faits et dates sur la création, les grandes étapes de Honda France? Parce que comme je disais, en 64, ça va être une poignée de personnes qui travaillent. À quel moment ça commence vraiment à se développer? À quel moment Honda devient un acteur important de la moto en France? En fait, j'ai envie de te dire, c'est avec l'ACB. C'est avec ça, en fait. C'est avec l'ACB 750 en 69. Donc, il y a pas mal de gens qui sont plus dans l'entreprise, bien évidemment, mais qui ont intégré Honda France avec l'arrivée de la CB750. Donc, ça a été le cas de Pierre-Laurent Chauvet, par exemple. Alias PLC. Voilà, alias PLC, donc, que je salue, voilà, et qui m'a permis de rentrer à la division moto. Donc, voilà, je l'en remercierai jamais assez. Et puis, il y a eu Jean-Louis Guillou également, donc dit Captain, le célèbre Captain, donc, qui a, lui, créé tout le service compétition, avec toutes les victoires qu'on a connues, avec les RCB, et puis les Dakar, et puis la vitesse, le Superbike, et voilà, quoi, et l'endurance. Donc, pour moi, 69, ça a été une des grandes dates pour Honda France. Voilà. Donc, l'arrivée de cette machine a correspondu avec le lancement de tout un programme et d'un programme commercial et d'après-vente, puisque Pierre-Laurent Chauvet, quand il est arrivé, il est rentré en tant que formateur, notamment, et donc pour créer le réseau, parce que sans réseau, c'est pas le tout d'avoir une bonne moto, mais si on ne peut pas la vendre et si personne ne sait la réparer, ça servira pas à grand-chose. Alors ça, c'est le début, je dirais, tu me corrigeras si je me trompe, de peut-être 2-3 décennies magiques dans lesquelles Honda devient un acteur mondial de renommée. Honda France est une filiale extrêmement importante de chez Honda, et je dirais même que c'est un peu la France qui était un peu le phare occidental de Honda, c'est-à-dire que vous aviez la capacité à demander des motos spécifiquement pour le marché français d'abord, et puis ensuite Europe ou mondial, et Honda France vous faisiez ces motos, la Transalp par exemple. La Transalp, l'Africa Twin peut-être, l'Africa Twin, de par l'implication de la filiale sur le Dakar. Voilà. La filiale et la maison mère ont très vite ressenti le besoin de convertir cette épreuve sportive en une moto de grande série, parce que voilà, on a surfé sur la vague des rallyes africains de l'époque. Bon, après, il y a eu d'autres motos encore avant, mais effectivement, ça a été... D'autres motos qui ont été un petit peu impulsées par la France?
Quoi d'autre, par exemple impulsé par la France. Est-ce qu'un bon nanar comme la XLV 750, c'était la France qui l'avait demandé ou non, un jour vous vous réveillez, toi qui as ça devant le paillasson, ah merde. Non, je crois pas que ce soit la France qui a impulsé la création de l'XLV. Ça a été le point de départ avant l'Africa Twin. Moto dont je rêvais d'ailleurs quand j'étais gamin, l'XLV 750. T'as roulé dessus? J'ai jamais roulé dessus, mais il y a quelques trucs comme ça, comme une CX500 Turbo, où j'aurais aimé rouler dessus, mais pas encore. Alors la CX500 c'est bien, la XLV je suis plus mitigé quand même. Mais bon, c'était faut remettre ça à l'époque. J'étais gamin, c'était comme ça, voilà. Et après d'autres motos impulsées par la France, la Transalp, la Deauville, on a eu ensuite. Ça c'est pareil, c'était une demande française la Deauville globalement. D'accord. Et Honda vous la faisait. Autre chose. On a eu après dans plus petite cylindrée, Varadero 125 notamment. D'accord. Et puis après plus récemment, il y a eu toute la série des Forza. D'accord, ça c'est la France aussi qui demandait ça. Autre chose, à l'époque, Honda est aussi en mesure de soutenir des programmes sportifs qui, même s'il y a une dynamique au Japon derrière, sont quand même un peu pilotés par la France. Je pense au Dakar, je pense à toutes les épreuves d'endurance, puisque l'endurance pendant très longtemps a quand même été principalement une discipline, je ne vais pas dire franco-française, mais enfin quand même entre le bol d'or, les 24 heures du Mans, le nombre d'équipes françaises, etc., de pilotes français qui faisaient de l'endurance. Voilà, et Honda vous soutenait en vous fournissant des armes absolues pour gagner ces épreuves-là. L'usine, la maison mère, nous a fait confiance, a fait confiance dans un premier temps à Captain, à Jean-Louis Guillou, voilà, qui a su défendre ses projets d'endurance avec l'arrivée de la RCB en 76. Et puis après, 5 victoires d'affilée jusqu'en 80 avec cette machine. Sur la RC30, c'est encore un peu la France qui demandait ou ça commençait à partir sur fait, l'endurance, en termes d'image, c'était vraiment très porteur à l'époque. Et après, on est passé sur les RS 1000. Et après, on a eu les V4. Donc les premiers V4 d'usine, avant même l'arrivée de la RC30, puisque la RC30 c'est 88, ça mise sur le marché. Et avant ça, on avait déjà les premières RVF. Donc 84, 85, 86, on était déjà en RVF. Donc c'était la base de la RC30. Et la RC30, on l'a utilisée ensuite. Mais c'était quasiment la fin de la partie compétition chez nous, puisque la compétition, ça s'est arrêté en 91. Et après, c'était repris par le Japon, c'est ça Et après, en fait, il n'y a plus de course d'endurance officiellement. Il n'y avait plus que les 8 heures de Suzuka. Voilà. Donc là, pour le coup, le Japon, le HRC, continuait à s'investir sur les 8 heures de Suzuka avec des teams officiels, avec les pilotes de Grand Prix. Donc du coup, les 2-3 décennies magiques, en fait, c'était 2 décennies. C'était les années 70 et 80, où vous faisiez un petit peu la pluie et le beau temps. Jusqu'au départ des années 90, jusqu'au début des années 90. Bruno, une vie de travail au service de Honda, et on doit vivre des moments assez extraordinaires. C'est quoi tes meilleurs souvenirs? Tu m'as parlé de 2 moments qu'on peut marquer ta carrière. Ouais, 2 moments forts. Il y a eu... dans un premier temps, l'implication, donc grâce à M. Laurent Chauvet, dans l'endurance. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller assembler la moto d'endurance, la RC45 au HRC. Donc voilà, quand on est tu prends le taxi, moto, tu vas à Roissy, tu arrives là-bas, voilà, avec un collègue, on te file une caisse avec des pièces et tu montes ta moto d'usine. C'est ça, exactement. Donc on arrive au HRC, donc on avait pris l'avion avec le Team Tech 3 à l'époque qui roulait sur Honda, avec les NSR 2,5, ils venaient assembler leur NSR 2,5. D'accord. Et puis on s'est tous retrouvés à monter, donc c'est au mois de février, et avec le Team Repsol, donc qui faisait rouler les 500. Voilà. Donc on s'est tous retrouvés quasiment dans le même atelier et puis chacun bosse dans son coin, voilà, et c'est une expérience incroyable parce que quand on est gamin et que parce que voilà, on rêve de moto, le HRC c'est voilà, c'est le pinacle de la compétition moto et on s'y retrouve pendant une semaine à aller assembler une moto à monter ta moto. Voilà. Donc c'était incroyable. Et puis quelques années après, donc on était toujours investi dans l'endurance. Et puis Honda fête ses 50 ans. Et là, pour les 50 ans de Honda, tout se passe sur l'île de Man. Parce que en fait, la compétition chez Honda, ça a commencé à l'île de Man. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, réellement, au niveau international. Donc, Honda décide de refaire les 50 ans là-bas. Et me voilà embarqué pour organiser un parc de machines pour les concessionnaires et les journalistes qui accompagnaient Honda. Voilà, donc j'ai eu la chance de passer 10 jours incroyables. À passer de mon parking d'hôtel où je prêtais les motos à l'atelier où étaient assemblées, enfin réparées, entretenues les machines de course, puisqu'on avait prêté notre RC45 aussi pour cette course-là. D'accord. Voilà, sachant que cette année-là, en 98, on a gagné toutes les catégories, sauf une de souvenirs, une super light, parce qu'on n'était même pas engagé dedans. Mais bon, voilà. Et puis
Et puis voilà quoi, puis à faire des tours d'île. Et donc, puis tu as fait plein de tours d'île de Lindemann en CB500. Ouais, à 217 de moyenne, c'est le record. Je crois 217 de 120 maintenant. Tu l'as fait à combien? C'était à peine moins vite. À peine moins mais vite. c'était pas officiel. Ouais, voilà, non, il n'y avait pas le chrono officiel. Mais tu connais, tu as vraiment roulé sur le tracé de Lindemann, quoi. Ça allait être fabuleux, ça. Ouais, et puis c'était vraiment cool, quoi. Et puis un moment incroyable aussi pendant cette île de Man là, c'est le jour où Motegi arrive. Donc avec des machines qu'ils allaient exposer. Quand tu dis Motegi, c'est toute la collection de Motegi. La collection, voilà, dont notamment la 50 bicylindres. D'accord. Et là, ça a été un kiff absolu d'entendre démarrer cette moto et de la voir chauffer. Qui prend 20 000 tours. Donc pour la faire chauffer, c'est entre 14 et 15 000. Ouais, bien. Donc c'était juste incroyable. C'est ça. Voilà, sinon elle cale. Et tant qu'elle n'a pas à température, donc il y a tout un cérémonial, mais ouais, c'était incroyable. D'accord. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans un an, ce sera les 75 ans de Honda. On pourra donc retourner faire un événement à l'île de Man. À l'île de Man. Pourquoi pas. Après, il y a un truc très cool à faire également, c'est Goodwood, le Festival of Speed. Il paraît. Et il y a des très très belles choses aussi à voir là-bas. Ah bah écoute, on en reparle. Donc on parlait de la mainmise du Japon sur la compétition dans le tournant des années 90. On est là pour les 60 ans de Honda Europe. À quel moment Honda France cesse d'être un petit peu, je dirais, la tête pensante, ou en tout cas la personne dynamique de Honda, et que tout commence à être chapeauté par l'Europe? Alors en fait, Honda Europe est arrivé tardivement. Honda s'est implanté en Europe au travers de filiales qui étaient complètement indépendantes, jusqu'au début des années 90. Et donc Honda Europe Motorcycle était basé à Rome. Après a migré en Angleterre. On avait une autre entité européenne avec la pièce de rechange en Belgique. D'accord. Le HRC, le bordel, quoi. Le HRC qui était en Belgique également. Ah oui. Leur base logistique a été en Belgique, à Alost, là où il y avait l'usine, la première usine hors Japon mise en place par Honda. Puis on avait en Angleterre l'automobile, la gestion de l'automobile via l'Angleterre. C'est vrai que ça a changé pas mal la donne au niveau des filiales, au niveau de leur autonomie, de leur capacité. Est-ce que vous avez encore un peu d'indépendance aujourd'hui, ou est-ce que tout est vraiment piloté par l'Europe? Vous avez de l'indépendance sur quoi? Non, on a de l'indépendance. Après, il suffit de démontrer que le produit que l'on réclame est pertinent à l'échelle nationale, voire internationale. Donc ça a été le cas avec le Forza. Et le renouveau de Honda, et pourquoi aussi on a récupéré cette place de numéro 1 en 2021, c'est tout un ensemble de choses. Le renouveau de la marque s'est fait sur la construction de concepts, de nouveaux modèles tels que le Forza, de concepts tels que le XADV, et puis de modèles iconiques, puisque la Goldwing a participé quand même énormément. On parlait d'influence de la marque, de la filiale en France. Savoir que la Goldwing, le deuxième pays où ils ont le plus de Goldwing, c'est en France. D'accord. Le premier, c'est les États-Unis, forcément. Voilà. Est-ce que, alors là, on a fait donc un survol très rapide de l'histoire de Honda Europe. On pourrait y passer des heures et des heures. Des joies, des peines, vos réussites, vos gros nanars, c'est quoi quand tu fais le bilan? Des joies. Tout n'est pas que merveilleux dans le monde magnifique de ce Ichiro Honda. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des motos, tu t'es dit, bon, ils ont fait ça, voilà, c'était quand même pas. Il y a eu les débuts difficiles du V4 quand même. Ça n'a pas été simple, mais leur persévérance et la qualité des ingénieurs pour mettre au point ces moteurs qui étaient un peu récalcitrants au départ a permis d'avoir la VFR, a permis de sortir tous les V4 qu'on a connus. Et c'est une vraie réussite parce qu'il y a peu de constructeurs qui se sont lancés dans le V4 comme ça dans ces années-là en tout cas. Donc c'était pas si simple. Votre plus beau flop, c'est quoi? La DN01. Ah, j'adore cette moto. DN01. Mais plus que la Vultus. Ouais, parce que l'ADN, il y avait un vrai boulot d'ingénierie derrière. Ouais, et puis, mais l'ADN, en fait, c'est dommage que cette technologie ait été intégrée dans cette enveloppe. Parce que la technologie de la transmission, c'est un truc de fou. Ouais, je sais. Voilà. Transmission hydrostatique. Donc, c'est quand même quelque chose d'hyper performant. Donc ça, voilà. Après, la Vultus, c'était différent. Parce que la Vultus, c'était un exercice de style. C'est de l'habillage sur une intégrale, c'est ça? Ouais, mais c'était un exercice de style pour mesurer le taux d'intérêt que pouvaient avoir les jeunes générations adeptes des mangas sur ce style de machine. Voir si on allait arriver à les décrocher de leur téléphone portable et enfin de les remettre sur un deux roues. Ça a marché? Alors, nous, on avait pour être tout à fait sincère, on avait 100 motos à vendre. On a vendu nos 100 motos. Point.
Et puis aujourd'hui, elle cote encore beaucoup. Comme une DN01 d'ailleurs, elle cote encore. On n'en trouve pas de toute façon à vendre. Donc dès qu'il y en a une à vendre, c'est une très grosse cote. Mais comme toutes les motos Honda, toutes les motos Honda ont une très grosse cote. Donc d'accord. Pour finir, quelques petites questions comme ça. Chez Honda, qui couche avec qui, tout ça. Enfin, il y a des cadavres dans le placard. Non, il y a quoi? Dis-moi quelque chose de gentil sur Hervé Guyot. Enfin, tu vois. Alors, Monsieur Hervé Guyot, grand directeur de la division moto. Alors que moi, j'ai pas réellement connu parce que je suis arrivé en 91 et Monsieur Guyot est parti en 92. D'accord. Donc voilà, je l'ai pas réellement connu. Mais bon, voilà, il a été aussi, les Transalpes. Pan-européenne, il était derrière tout ça quoi aussi, donc c'est quand même un personnage quoi, qui a marqué la filiale. Quelque chose de gentil sur Yamaha. J'aurais rêvé, je rêverais encore peut-être même d'avoir une TDR 240. Ah mais j'en ai eu deux. C'est fabuleux. J'ai eu la chance de pouvoir essayer une TZR 250, j'avais adoré, et la TDR, c'était mon kiff absolu. Voilà, non, il y a beaucoup de super trucs aussi chez eux. Quoi. Quand est-ce que vous nous réimportez une NSR 400, un truc comme ça, avec l'injection Euro 6 Euro 6, une NSR 400, là, c'est pas gagné. On achète une, moi, tout de suite. Après, pour les 2000 autres du plan produit, vous vous démerdez. J'en achète une tout de suite. Non, je crois que ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Bon, mais merci pour ce tour d'horizon assez rapide de l'histoire de Honda, une histoire complexe, tellement vaste, tellement riche qu'on pourrait y passer une année entière d'émission sans parvenir à toucher le 10e. Il y a de beaux engins ici. Fred derrière la caméra. Merci Fred, va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a une belle lumière du soir. Ça donne envie. Quand est-ce qu'on va à Motegi voir la suite de l'histoire de Honda? Parce que je crois que c'est le musée le plus fabuleux que j'ai jamais vu sur l'histoire de la Formule 1, des motos, des prototypes de course, des voitures. Enfin, c'est un truc absolument incroyable. Et qui est multimarque parce qu'il n'y a pas que du Honda. Il n'y a pas que du Honda. Le musée Honda. Et là, on aura une RG500. Il y a même une RG500 là-bas. Pas mal de belles émissions à faire. Merci Bruno de ton accueil. On se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube de Motomac. Bisous sur le casque, soyez prudents. D'ici là, à bientôt. À bientôt.